Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons ici à un moment dramatique, loin d'être simple. Les crises se multiplient et la situation internationale se dégrade. Au lieu d'un dialogue honnête et la recherche de compromis, nous avons aujourd'hui de la désinformation et des provocations en grand nombre. La ligne de l'Occident compromet notre confiance dans les institutions internationales en tant qu'organes permettant de faire converger les intérêts et compromet également la confiance que nous avons dans le droit international comme garant de la justice et de la défense des plus faibles contre l'impunité. Des tendances négatives sont aujourd'hui en train de se dessiner au sein des Nations Unies, alors que cette organisation a été créée sur les ruines du fascisme allemand et du militarisme japonais. Elle a été créée avec pour objectif de promouvoir des relations amicales entre ses membres et prévenir les conflits. Aujourd'hui, la question qui se décide est la question de l'ordre mondial qui se dessine. Et ceci est clair pour tout observateur impartial. La question est de savoir si l'ordre qui se dessine est un ordre nouveau, démocratique, juste, un monde sans chantage, sans que l'on ait besoin de faire peur à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, sans néonazisme, sans néocolonialisme, ou le monde que nous avons aujourd'hui, l'ordre hégémonique qui contraint tout un chacun à vivre selon certaines règles, même si l'on n'est pas d'accord avec ces règles. La Russie a choisi sa voie. Avec nos alliés, nos partenaires et les pays qui partagent nos idéaux, nous souhaitons voir ce monde advenir. Ce qui ne nous convient plus, c'est ce modèle unipolaire du développement mondial qui ne sert que les intérêts de l'Occident, du milliard de nantis qui se sont enrichis au détriment des pays asiatiques, africains et d'Amérique latine. Aujourd'hui, des pays souverains sont prêts à défendre leurs intérêts nationaux dans le cadre d'une architecture multipolaire solide, sociale et équitable. Mais les processus géopolitiques ne sont pas acceptés par Washington et par les élites des pays occidentaux qui sont complètement soumis aux États-Unis, car ceci constitue une menace pour leur position dominante. Les États-Unis et leurs alliés souhaitent aujourd'hui arrêter la marche de l'histoire. Lorsqu'ils avaient proclamé leur victoire dans la guerre froide, les Américains, Washington, s'étaient proclamés maître du monde, sans aucune obligation, avec seulement le droit sacré d'agir où il le souhaite et comme il le souhaite. La zone de cette action, le théâtre de ces opérations pouvait être déclaré partout, surtout dans des pays qui ne seraient pas d'accord avec la position des États-Unis. Nous nous rappelons tous comme des guerres agressives avaient été déclenchées contre des pays comme la Yougoslavie, l'Irak, la Libye, des pays lointains où des centaines de milliers de personnes, de populations civiles ont péri. Est-ce que ces pays avaient nui aux intérêts légitimes de l'Occident? Y avait-on interdit la langue russe, la langue américaine, la langue des pays occidentaux, la culture, les médias? Est-ce que l'on avait déclaré que les anglo-saxons n'étaient pas des êtres humains? Est-ce que l'on avait usé d'armes lourdes contre leur population? Mais quel est aujourd'hui le résultat de toutes ces aventures? Est-ce que la situation est meilleure dans ces pays? Est-ce que ces pays sont plus stables sur le plan sociopolitique? Est-ce que leurs populations vivent dans de meilleures conditions? Citez-moi un pays où Washington est intervenu et qui se trouve aujourd'hui en meilleure posture. Aujourd'hui, nous constatons que ce modèle unipolaire, sous le slogan de l'ordre fondé sur les règles, est un ordre qui ne fait que semer la division dans une logique de bloc, de confrontation. L'on nous dit, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a aucun compromis possible. L'on avait décidé d'élargir l'OTAN vers l'Est, de rapprocher une infrastructure militaire vers les frontières de la Russie. Et aujourd'hui, les États-Unis souhaitent en plus soumettre l'espace asiatique. Lors du sommet de l'OTAN du mois de juin à Madrid, on avait en effet déclaré que l'Alliance proclamait la sécurité indivisible de l'Euro-Atlantique et de la région
Indo-Pacifique. Sous l'étiquette de stratégie Indo-Pacifique, l'on crée aujourd'hui des formats fermés qui compromettent le caractère ouvert et inclusif de l'architecture créée par l'ASEAN. Et l'on joue également avec le feu autour de Taïwan, en promettant à Taïwan un soutien militaire. Il est évident que la doctrine de Monroe aujourd'hui est une doctrine qui a une portée globale. Washington, en effet, cherche à faire du monde son arrière-cour. Pour faire plier les plus réfractaires, des sanctions unilatérales illégales sont employées, des sanctions qui sont imposées en violation de la Charte des Nations Unies, qui sont considérées et utilisées comme des moyens de chantage politique. Une pratique dont le cynisme est évident, car ces restrictions frappent avant toute chose les populations civiles, entravant leur accès à des produits de première nécessité, notamment à des médecins, à des vaccins et à des produits alimentaires. L'embargo imposé à Cuba depuis plus de 60 ans en est un exemple édifiant. L'Assemblée générale, d'ailleurs, exige et réclame depuis très longtemps, avec insistance, la levée de cet embargo. Et le secrétaire général, dont la responsabilité passe notamment par la mise en œuvre ou la contribution à la mise en œuvre des décisions de l'Assemblée générale, doit y accorder une attention particulière aujourd'hui. Le secrétaire général doit également contribuer à mobiliser les efforts visant à surmonter les crises énergétiques et alimentaires auxquelles nous assistons aujourd'hui à la suite de la politique monétaire irresponsable des États-Unis et de l'Union européenne pendant la pandémie. Washington et Bruxelles, en effet, ont provoqué cette crise et l'aggravent aujourd'hui en ouvrant une guerre économique contre la Russie. Le résultat est ce que nous voyons aujourd'hui, une flambée des prix des denrées alimentaires, des engrais, du pétrole et du gaz. Dans ce contexte, néanmoins, nous nous félicitons des efforts déployés par le secrétaire général qui ont permis de conclure les accords d'Istanbul le 28 juillet dernier. Mais ces accords doivent être mis en œuvre. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que les céréales ne vont pas vers les pays les plus pauvres. Et les obstacles logistiques et financiers créés par les États-Unis et l'Union européenne pour empêcher l'exportation des céréales russes et d'engrais russes n'ont toujours pas été levés. Bien au contraire, 300 000 tonnes d'engrais sont retenues dans les ports européens, alors que nous proposons depuis longtemps de les envoyer gratuitement aux pays d'Afrique qui en ont besoin. Mais l'Union européenne refuse de le faire. Quant à la russophobie officielle, était aujourd'hui d'une ampleur sans précédent, grotesque. On n'a plus honte de dire que l'on souhaite porter le coup de grâce à la Russie, la démembrer, la détruire. En d'autres termes, l'on souhaite faire disparaître de la carte politique du monde une entité géopolitique un peu trop indépendante. La question que je pose aujourd'hui, c'est en quoi la Russie a-t-elle été à l'encontre des intérêts de ses adversaires? Peut-être n'arrive-t-il pas à nous pardonner le fait que grâce à la position de notre pays a été amorcée la détente militaro-stratégique des années 80 et 90. Nous avons en effet démantelé de notre plein gré l'organisation de l'accord de Varsovie. Avons-nous ainsi privé l'OTAN de sa raison d'être? Nous avons également soutenu la réunification de l'Allemagne sans poser aucune condition, alors même que Londres et Paris ne le souhaitaient pas. Nous avons retiré nos forces armées d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine. Nous avons reconnu l'indépendance des républiques soviétiques. Nous avons également cru aux promesses des dirigeants de l'Occident qui s'étaient engagés à ne jamais élargir l'OTAN. Pas un iota vers l'Orient, vers l'Est. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Mais lorsque ce processus avait été amorcé, ils ont simplement légitimé cet élargissement en concluant un accord OTAN-Russie, soi-disant fondateur. Peut-être avons-nous violé également nos engagements. Peut-être n'avons-nous pas respecté les intérêts légitimes de l'Occident en l'empêchant de rapprocher une infrastructure militaire menaçante vers nos frontières en prévenant que c'était inacceptable. Cette arrogance de l'Occident et l'exceptionnalisme américain ont aujourd'hui une portée destructrice, surtout après la fin de la guerre froide. Depuis 1991,
Déjà en 1991, l'adjoint du chef du Pentagone, Paul Wolfowitz, dans une discussion avec le commandant de l'OTAN en Europe, Wesley Clark, avait dit clairement, et je le cite, « Après la fin de la guerre froide, nous pourrons envoyer nos militaires partout sans avoir peur d'être sanctionnés. Nous avons 5 ou 10 ans pour éliminer ces régimes soviétiques comme l'Irak et la Syrie qui sont complètement vassalisés. Et nous avons le temps de faire ce que nous voulons avant qu'une autre superpuissance ne vienne nous menacer. » Je suis persuadé que nous saurons un jour quelles étaient les véritables intentions américaines en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie et ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi vous dire que, selon nous, leurs projets sont tout à fait évidents. Peut-être n'arrive-t-il pas à nous pardonner le fait qu'à la demande des États-Unis et de l'Union européenne, nous avions soutenu les accords conclus par le président Yanukovych et l'opposition sur le règlement de la crise qui avait été déclenché déjà en février 2014. Des accords dont s'étaient portés garant l'Allemagne, la Pologne et la France et qui avaient pourtant été foulés aux pieds par ceux qui ont mené ce coup d'État et qui ont humilié les intermédiaires européens. L'Occident avait simplement levé les mains au ciel à l'époque et n'a rien fait lorsque des bombardements avaient visé l'est de l'Ukraine, car la population refusait le coup d'État dans cette région. Les organisateurs de ce coup d'État ont d'ailleurs érigé au rang de héros nationaux des figures nazies qui avaient participé à des nettoyages ethniques monstrueux visant les Russes, les Polonais et les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Étions-nous censés accepter le fait que Kiev interdise la langue, la culture, les médias et l'éducation russe, le fait qu'il souhaitait déjà à l'époque chasser les Russes de Crimée, qu'il déclarait une guerre contre le Donbass dont la population avait été qualifiée de non humaine. On les avait traités de créatures. Et ça, c'est des mots que l'on a entendus dans la bouche de dirigeants, de hauts dirigeants ukrainiens. Peut-être la Russie est-elle allée à l'encontre des intérêts de l'Occident également lorsqu'elle a joué un rôle clé dans la lutte contre les combats menés par les néo-nazis à l'est de l'Ukraine. Nous avions aussi exigé le respect des paquets de mesures des accords de Minsk. Je rappelle que ces accords avaient été approuvés par le Conseil de sécurité à l'unanimité en février 2015, mais enterrés ensuite par Kiev avec la complicité directe des États-Unis et de l'Union européenne. Pendant des années, nous avions proposé de négocier en s'appuyant sur le principe de la sécurité indivisible et équitable. Nous avons fait une proposition sur la sécurité collective consacrée au plus haut niveau dans des documents de l'OSCE. Nous souhaitions en effet que personne ne puisse renforcer sa sécurité au détriment de la sécurité des autres. Et notre dernière proposition consiste même à faire de ce principe un principe juridiquement contraignant. Nous avons fait cette proposition en 2021, mais elle a été rejetée. Le fait que les pays occidentaux n'arrivent pas à se mettre d'accord, le fait que la guerre se poursuive aujourd'hui contre le peuple ukrainien, à qui l'on ne laisse pas le choix, a fait qu'aujourd'hui nous avons dû reconnaître les républiques de Donetsk et de Lugansk. Nous avons dû lancer une opération militaire spéciale avec pour objectif de défendre les habitants russes du Donbass et assurer leur sécurité, alors que l'OTAN n'a cessé de les menacer sur le territoire même de l'Ukraine. Cette opération se fait conformément à la charte et à son article 51 tout particulièrement. Et je suis persuadée que tout autre État souverain aurait fait pareil à notre place. Mais l'Occident a décidé de déclencher une hystérie en raison de ce qui se passe aujourd'hui à Lugansk, à Donetsk, à Kharkiv et Zaporozhye. Je parle ici des référendums qui y sont organisés.
Mais ce que font aujourd'hui les habitants de ces régions, c'est simplement ce que leur avait demandé le président Zelensky en août 2021 lorsqu'il leur a demandé de débarrasser le plancher, de partir. Simplement, aujourd'hui, ils reprennent leurs terres avec eux. Tout observateur impartial le verra clairement. Pour les anglo-saxons qui ont assujetti complètement l'Europe, l'Ukraine n'est qu'une monnaie d'échange aujourd'hui dans cette guerre menée contre la Russie. L'OTAN a déclaré notre pays comme une menace sur la voie de la domination totale des États-Unis. En qualité de défi stratégique, on a nommé la Chine aujourd'hui. L'Occident aujourd'hui, avec à sa tête Washington, souhaite que chacun se soumette à sa logique. Et ceux qui ne le souhaitent pas pourraient être les prochains sur la liste, comme l'Ukraine aujourd'hui. Dans cette croisade de l'Occident contre les plus réfractaires, nous voyons le déclin progressif des institutions internationales. L'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme, les Nations unies. L'on voit aujourd'hui que des organisations comme l'OIAC sont littéralement privatisées, des tentatives éhontées sont menées pour éviter, par exemple, que la Convention des armes biologiques se dote d'un mécanisme permettant d'assurer la transparence des programmes militaires et biologiques du Pentagone dans le monde. Et nous savons que ces programmes sont loin d'être inoffensifs. Il y a des faits irréfutables qui le prouvent, notamment en Ukraine. Nous voyons aussi que le secrétariat des Nations Unies est complètement prise en main par ces pays occidentaux. On essaye d'y introduire un discours néolibéral qui ne tient pas en compte de la diversité culturelle et civilisationnelle du monde contemporain. Nous appelons à cet égard le secrétaire général à y accorder une attention suffisante, car il est important que la représentation géographique soit respectée, qu'aucun groupe ne domine au secrétariat. La situation est également intolérable au regard du non-respect par les États-Unis de l'accord du siège. Les conditions de travail sont aujourd'hui impossibles pour de nombreuses délégations. Il faut que le secrétaire général agisse là aussi, car l'immobilisme est inacceptable sur cette question. Nous sommes également inquiets de voir que certains pays cherche à remettre en question les prérogatives du Conseil de sécurité. Évidemment, le Conseil doit être adapté aux réalités contemporaines. Nous pensons qu'il faut complètement démocratiser le travail du Conseil de sécurité. Mais pour ça, il faut intégrer l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. L'Inde et le Brésil doivent en faire partie. Ce sont des acteurs clés à l'échelle internationale et des candidats dignes d'être intégrés au Conseil de sécurité. Il faut aussi obligatoirement élargir la participation des pays africains. Aujourd'hui, il est plus important que jamais que tous les États membres réaffirment sans réserve et sans ambiguïté leur attachement au but et aux principes de la charte. Et le premier pas dans cette direction passe par le rétablissement de la responsabilité collective. C'est dans cet objectif qu'en juillet 2021, nous avons créé le groupe des amis de la défense de la charte. Une vingtaine de pays en fait partie. Ce groupe a pour objectif de veiller au strict respect des normes universelles du droit international afin de lutter contre les approches unilatérales. Nous appelons tous les pays qui partagent cette position à y adhérer. Dans ce contexte, nous pensons que le mouvement des non-alignés, les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et l'ASEAN devraient apporter une contribution à ce mouvement. Les collègues occidentaux qui prétendent qu'ils sont les garants de la démocratie refuse catégoriquement de suivre les normes démocratiques dans les affaires internationales. Je vais vous donner un exemple. La situation concerne l'Ukraine, évidemment. Il semblerait que lorsque la Russie a justifié sa position, l'Occident se soit contenté de déclarer son désaccord et il semblerait aussi que, aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec la position des pays, on choisit d'imposer sa logique aux autres. Les États-Unis et leurs alliés, aujourd'hui, ne laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent les bras, notamment en les incitant et en les obligeant même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature, selon moi.
Nous avons l'impression que Washington et l'Europe qui lui est soumise souhaitent aujourd'hui maintenir leur hégémonie en utilisant exclusivement des coups interdits. Par exemple, des sanctions qui sont imposées dans les compétitions sportives, dans l'économie, dans l'espace médiatique, pour les échanges culturels et autres. Tout ceci en est la preuve. Prenons par exemple le problème de l'octroi des visas aux délégués à New York, à Genève, à Vienne, à Paris. Là aussi, on cherche à éliminer les adversaires, les concurrents. On cherche à imposer une logique sans aucune alternative. C'est ça leur démocratie. Je suis persuadée qu'il est essentiel de défendre les Nations Unies et de nettoyer cette organisation de toute logique fondée sur la confrontation. Il faut que l'Organisation des Nations Unies retrouve sa réputation en tant qu'instance permettant l'échange ouvert pour trouver un équilibre entre les intérêts des uns et des autres, entre tous les États membres. C'est sur cette approche que nous nous appuyons dans nos initiatives aux Nations Unies. Il est extrêmement important, par exemple, de promouvoir la sécurité dans le cyberespace. C'est une question absolument fondamentale. Nous y travaillons dans le cadre du groupe de travail de l'Assemblée générale qui s'efforce d'élaborer une convention sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et des communications à des fins criminelles. Nous continuons également d'apporter notre appui au Bureau de lutte contre le terrorisme et aux autres organes antiterroristes du système des Nations Unies. Nous continuerons évidemment de contribuer au développement dynamique des relations entre les Nations Unies et des organisations comme l'Organisation du traité de sécurité collective, l'Union eurasiatique, la communauté des États indépendants, afin de faire davantage dans l'espace eurasiatique. La Russie appelle aussi à dynamiser les efforts pour régler les conflits régionaux. Par exemple, il faut sortir de l'impasse sur la question de Palestine. Il faut qu'un État palestinien indépendant puisse voir le jour. Il faut tout faire pour que l'agression de l'OTAN contre l'Irak et la Libye cesse et qu'aujourd'hui ces pays retrouvent leur intégrité. Il faut neutraliser les menaces à la souveraineté de la Syrie, lancer un processus solide de réconciliation au Yémen, surmonter l'héritage funeste de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan. Nous essayons aussi de faire en sorte que le programme d'action globale commun sur le dossier iranien soit ressuscité dans sa forme initiale. Nous souhaitons aussi trouver une solution dans la péninsule coréenne. Les conflits en Afrique aussi sont extrêmement alarmants. Il faut éviter de céder à la tentation de faire de ces pays africains l'objet de jeux géopolitiques à somme nulle. Il faut appuyer les initiatives de l'Union africaine. Nous sommes également inquiets de la situation au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, où les États-Unis et l'Union européenne font tout pour que s'effondre la base juridique internationale consacrée par la résolution 1244 et les accords de Dayton. Monsieur le Président, nous vivons une époque extrêmement instable et il est normal qu'à une époque comme celle-ci, l'on cherche l'apaisement dans la sagesse des anciens, de nos prédécesseurs. Dag Hammarskjöld avait dit « L'ONU n'a pas été créée pour nous emmener au paradis, mais pour nous sauver de l'enfer ». Cette affirmation est plus actuelle que jamais, car nous devons reconnaître aujourd'hui notre responsabilité individuelle et collective. Cette responsabilité consiste à créer les conditions d'un développement harmonieux et sûr entre les générations, pour les générations futures. Et pour ça, il faut faire preuve de volonté politique. Nous sommes prêts à travailler honnêtement et nous sommes convaincus qu'il est possible de travailler ensemble. Mais pour cela, il faut revenir au fondement de la diplomatie de l'ONU en s'appuyant sur un principe fondateur et clé, à savoir le respect de l'égalité souveraine des États. Merci de votre attention.